Madjem Mbodj, bonjour. Vous êtes ancien président du collectif Hugo Chavez au Sénégal. Vous avez une certaine sympathie pour le système politique vénézuélien. Vous comptez des amis idéologiques en Amérique latine, mais dans cette partie du monde, on a quand même le sentiment que la gauche est en perte de vitesse avec l'arrivée au pouvoir d'un homme de droite en Argentine, Mauricio Macri, et la destitution de la présidente Dilma Rousseff qui a cédé sa place à Michel Temer, un président intérimaire de droite. Et au Venezuela, ça grouille toujours. Il y a Enrique Capriles, un homme de droite qui essaie de se positionner et qui agite les populations pour que le référendum révocatoire soit tenu et que le président Maduro soit destitué. Ici, au Sénégal, c'est à quand le printemps de la gauche sénégalaise? Est-ce que votre discours, il est accepté, il est bien accueilli par les populations? Mais c'est évident que nous-mêmes, nous avons fait l'évaluation de notre parcours. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, certains d'entre nous sont sur la scène politique depuis 40 ans. Bon, nous sommes dit, s'il y a effectivement des retards dans la matérialisation de notre projet, c'est parce que quelque part, nous avons manqué le coche. Ça veut dire que soit notre discours ou notre rapport au peuple n'était pas aussi clair, aussi évident, aussi attrayant, aussi convaincant. Donc, il faut revoir ce rapport-là au peuple sénégalais. Vous êtes en train de le faire? Nous sommes en train de refaire justement, d'abord sur la base de notre autocritique de tout ce parcours-là, voir quels sont les enseignements que nous tirons à la fois de nos acquis et de nos erreurs. Parce que nous avons aussi beaucoup d'acquis. Nous ne le sous-estimons pas. Ce que nous avons fait dans ce pays, souvent, on essaie de le cacher. Mais toutes les avancées démocratiques importantes dans ce pays, toutes les conquêtes démocratiques et sociales importantes dans ce pays, mais elles sont là parce que la gauche aussi a joué un rôle central et décisif. Ça, c'est connu. Vous avez joué un rôle important. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à arriver au sommet de l'État? Votre lutte profite qu'aux autres. J'en ai évoqué tout à l'heure un aspect. Il y a eu un émiettement de cette gauche. Je l'ai dit tout à l'heure. Il y a eu beaucoup de tiraillements en notre sein, ce qui a constitué un facteur d'affaiblissement interne d'ores et déjà. Notre facteur, c'est aussi que souvent, nous avons manqué de maîtrise sur nos propres réalités. On a souvent copié des schémas venus de l'Est, de la Chine ou d'Europe, sans voir comment tenir compte d'abord de la maîtrise de nos réalités internes, de l'histoire de l'Afrique, du génie créateur du peuple africain. Cela, nous avons estimé que nous devions effectivement le reconnaître et maintenant travailler à changer la donne sur cette base. Et c'est pourquoi le projet que nous sommes en train de mettre en place tient compte à la fois de ces erreurs et de ces acquis que nous avons pu engranger dans notre rapport à la classe ouvrière, aux paysans, aux jeunes, aux femmes. Comment remettre tout ça à l'ordre du jour pour que ça puisse constituer un nouveau départ pour les forces populaires et citoyennes. Comment faire en sorte qu'on soit plus créatif dans notre rapport au peuple, qu'on soit moins figé dans notre conception justement de la lutte des classes et pour que justement on puisse engranger, on puisse impliquer dans la dynamique toutes les forces sociales nouvelles qui aujourd'hui peut-être ne sont pas dans des catégories du genre que nous avions l'habitude de mettre en avant, tout en ignorant plutôt justement les particularités qui étaient là à nos côtés et qui sont actives justement comme secteurs sociaux dans les grandes batailles politiques. Donc, on a vu ce qui s'est passé depuis 1988 avec l'irruption de la jeunesse sur la scène politique et électorale, ce qui s'est passé par la suite en 2000 avec les marchands ambulants, aujourd'hui ce qui se passe dans beaucoup de secteurs sociaux qui font que justement il y a de nouvelles forces qui peuvent être mobilisées dans l'action politique, mais il faut qu'on puisse leur parler un discours qu'ils comprennent d'abord, qu'il soit accessible, qui les convainque que nous avons un projet qui est meilleur que ce qui se fait actuellement. Un projet qui repose sur une indépendance véritable, ce qu'on n'a pas encore, qui repose sur une approche, comme on l'a dit avec les assises, à la fois participative et inclusive.
qu'on ne pense pas que nous détenons la vérité infuse, que les masses doivent simplement suivre entre guillemets l'avant-garde. Donc tout ça, c'est des conceptions sur lesquelles en tout cas nous avons partagé un certain nombre de bilans, et nous pensons qu'aujourd'hui les conditions sont mieux réunies pour qu'on puisse enfin véritablement faire changer le pays de cap et œuvrer à l'avènement d'une véritable alternative, au lieu d'une simple alternance, une véritable alternative qui soit portée par les différents segments du peuple sénégalais. Et qui soit aussi une alternative pour l'Afrique. Parce que si nous sommes avec des panafricanistes, c'est parce que là aussi, nous sommes convaincus, et nous l'avons dit aussi je crois que c'est l'article 9 des statuts de Yohann Askanui, nous sommes pour les États-Unis socialistes d'Afrique, nous pensons que individuellement, il est difficile qu'un pays comme le Sénégal s'en sorte durablement. Avec le morcellement des États issus de la colonisation, il faut qu'on ait un espace Afrique qui soit viable. Nous devons construire cet espace-là politiquement, économiquement. Et c'est un peu vraiment tous les enseignements tirés de la pensée de quelqu'un comme Cheikh Anta Diop et d'autres qui l'ont précédé dans cette... Les États-Unis socialistes d'Afrique différents des États-Unis d'Afrique tout court? Oui, évidemment, parce que les États-Unis d'Afrique tout court, on peut y mettre tout ce qu'on veut. Un projet, il a une base de classe. Si nous voulons l'unité au service des larges masses populaires, au service des populations les plus défavorisées, les plus démunies, les plus exploitées. Et c'est d'abord donc les travailleurs des villes et des campagnes. C'est la jeunesse aujourd'hui aux abois qui cherchent un emploi et qui ne le trouvent pas malgré ses diplômes. Ce sont les femmes marginalisées dans le secteur économique, etc. Donc, si nous parlons de socialisme, c'est parce que, justement, nous ne voulons pas que l'unité de l'Afrique ou le développement de l'Afrique profite à quelques capitalistes qui s'enrichissent sur le dos de nos populations. C'est une des raisons majeures pour lesquelles nous nous démarquons du PSE. Le PSE, on dit, oui, il faut la croissance, même si on a la croissance à 2 chiffres, admettons. On ne l'a pas encore. Aujourd'hui, on cherche à avoir une croissance de 6,5%. Peut-être pour le budget 2017, on dit 6,8%, même pas 7%. Mais même si on arrive à une croissance à 2 chiffres, dans l'état actuel de domination de notre pays, cette croissance profitera d'abord aux multinationales qui nous dominent, qui nous exploitent. Nous voulons qu'il y ait effectivement une croissance, un développement, mais qui soit d'abord au profit des populations du Sénégal et de l'Afrique. C'est ce que nous appelons un développement endogène. Donc, à la place du PSE, nous avons prôné, nous, le PSI, le plan Sénégal indépendant, parce que l'indépendance, c'est la base. L'indépendance vis-à-vis de qui? Vis-à-vis d'abord de la France, parce que c'est l'ancienne puissance coloniale, qui est toujours là, avec ses réseaux. On parle de France-Afrique. Au plan militaire, au plan de la monnaie, on est toujours sous l'emprise du CFA. Or, tous les économistes, même pas de gauche, mais simplement lucides, ont montré comment le franc CFA constitue une entrave au développement de l'Afrique. Maintenant, comment sortir de cette zone CFA? Parce que tout le monde en parle, mais personne ne fait jamais rien. Oui, ça veut dire que, justement, il faut que dans chaque pays, ceux qui sont porteurs de ce projet arrivent à disons, jouer les rôles dominants. Parce que nous pensons que le franc CFA, il faut œuvrer à le remplacer par une monnaie commune. Ce n'est pas seulement que le Sénégal ait sa monnaie. Il y a même des horizons qui ont été fixés par les chefs d'État. Mais ils n'y croient pas. Ils n'y croient pas. Malgré tous les schémas qu'ils mettent en place, ils n'œuvrent pas concrètement à la matérialisation de ces schémas. Ils n'y croient pas parce qu'eux aussi, ils sont là pour faire le jeu des puissances impérialistes. C'est pourquoi nous disons les partis, les organisations, les citoyens véritablement patriotes qui sont dans chacun de ces pays-là, nous devons nous organiser pour conquérir le pouvoir dans chacun de ces pays. Ensuite, nous pourrons créer les conditions pour qu'enfin ces pays mis ensemble se libèrent de façon beaucoup plus décisive des liens entretenus par la France et d'autres puissances comme les États-Unis pour nous maintenir toujours dans la dépendance et nous dicter leurs lois sur tous les plans politiques, économiques, militaires, culturels, financiers, etc. Madame Bodj, à votre avis, pourquoi la gauche en Amérique latine est en perte de vitesse?
Mais je crois qu'il y a aussi un mouvement, j'allais dire même naturel. Les luttes, c'est un peu aussi, il y a des hauts, il y a des bas. À un moment donné, on disait la zone des tempêtes, c'était l'Asie, c'était l'Afrique, avec les guerres de libération qui sont développées, soutenues évidemment à l'époque par des pays comme la Chine, par l'URSS, etc. Pendant ce temps-là, l'Amérique latine avait beaucoup de difficultés, beaucoup de guerres civiles, etc., mais avec une forte présence US qui empêchait les peuples de s'émanciper. Par la suite, l'Amérique latine a pris le flambeau et a pu faire des avancées extraordinaires en matière de conquête, de souveraineté dans les pays qui sont devenus aujourd'hui les pays de l'Alba. Il y a eu Cuba avant, et je pense qu'à un moment donné, cette région de l'Amérique latine a constitué un nouvel espoir pour tous les peuples dans le monde. Le Venezuela, avec Hugo Chavez, a joué un rôle extrêmement important dans ce sens. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, moi-même, à la mort de Hugo Chavez, j'ai eu à diriger ici un collectif que nous avons appelé le collectif Hugo Chavez Sénégal, pour justement nous inspirer de l'exemple de Hugo Chavez sur ce qu'il nous a montré concernant le caractère incontournable de l'indépendance, sur les traces de Simon Bolivar, assumer l'indépendance nationale du Venezuela, mais aussi construire le socialisme, comme il disait, le socialisme du 21e siècle. Ça veut dire qu'on n'est pas là pour plaquer des recettes, on est là pour construire, en adaptant aux réalités du 21e siècle, un socialisme, c'est-à-dire un développement qui soit au profit des larges masses populaires du Venezuela. Donc au Brésil, il y a eu le même mouvement, le Brésil a été une référence, le mouvement altermondialiste, quelque part, est né au Brésil, et a porté pendant longtemps les espoirs du monde entier, pas seulement de l'Amérique latine, mais du monde entier avec ce mouvement-là. Mais, comme je dis, l'histoire, elle est faite comme cela. Il y a des avancées, il y a des reculs. Aujourd'hui, il y a effectivement un certain nombre de reculs qu'on a senti, qu'on a noté en Amérique. Bon, la droite se repositionne. Vous avez parlé tout à l'heure d'Enrique Capriles, mais au Venezuela, il s'est présenté à l'élection présidentielle, il a été battu par Maduro. Après, il y a les législatives, ils ont gagné. Ils sont aujourd'hui majoritaires au Parlement vénézuélien. Mais ils veulent maintenant en profiter pour transformer carrément la nature du pays et le remettre entre les mains de l'impérialisme US. Ce que le peuple vénézuélien refuse. C'est vrai qu'il y a certainement là aussi des insuffisances, des erreurs qui ont permis à cette droite-là de marquer des points, de se renforcer et même de devenir aujourd'hui majoritaire dans le Parlement. Là aussi, les Vénézuéliens doivent en tirer les leçons pour continuer la marche en avant véritablement dans la construction de ce socialisme du XXIe siècle qu'ils ont prôné. Au Brésil, ceux qui ont combattu Dilma Rousseff, mais on a vu le président du Parlement qui était le principal porteur de cette bataille-là, il a été arrêté, conduit devant la justice parce que lui-même, il est impliqué et accusé de façon flagrante comme auteur de prévarication et de comment on appelle encore, et il a fait l'objet de beaucoup de récriminations parce qu'il a cédé à des scandales lui aussi. Donc ça veut dire que ces gens-là qui ont voulu porter le combat, disons, contre des dirigeants au nom de la pureté, des valeurs, la lutte contre la corruption, mais c'est eux-mêmes justement qui sont aujourd'hui convaincus de corruption flagrante. Ils ont maintenant profité, certainement comme j'ai dit tout à l'heure, de failles, d'erreurs. Nous ne pensons pas que tout ce qui a été fait par Lula ou par Dilma ou par Maduro ou même par Chavez, qu'il n'y ait pas d'erreur. Non, c'est sûr que dans la construction, parce que c'est aussi le mouvement de la vie, on ne peut pas hériter d'un système pourri pendant des décennies et de le transformer immédiatement sans anicroche. Ce n'est pas possible. Donc l'ennemi est là, l'environnement international hostile est là, les puissances impérialistes qui attisent les feux par en dessous sont là. Donc tout ça qui fait qu'à un moment donné, il y a des reculs des luttes populaires et actuellement peut-être c'est ce qu'on ressent
dans des zones comme l'Amérique latine. Il y a un pays dont on n'a pas parlé, c'est le Cuba. Le Cuba qui est dirigé par une gérontocratie depuis plusieurs décennies, mais aujourd'hui le pays s'essouffle. Est-ce que Cuba aujourd'hui c'est un modèle? Est-ce que les dirigeants de ce pays ne doivent pas s'ouvrir plus au monde et permettre aux Cubains quand même d'entreprendre et de faire avancer le pays? Mais n'oubliez pas que Cuba a été obligé de s'enfermer parce qu'on a organisé un blocus contre Cuba. C'est les États-Unis qui ont organisé le blocus contre Cuba pendant plus de 50 ans. Et Cuba a pu résister pendant plus de 50 ans au blocus américain. Donc ça, c'est quand même l'exemple d'un peuple courageux, admirable, qui a su résister à la première puissance impérialiste de ce monde pendant plus de 50 ans, qui a obligé ce pouvoir à changer de méthode. C'est Obama qui a dit non, ce qui a été fait pendant des décennies, ça n'a pas marché, il faut changer. Et il a dit, il faut rétablir les relations diplomatiques avec Cuba. Aujourd'hui, ils ont rétabli les relations diplomatiques avec Cuba. J'ai entendu, je crois, hier ou aujourd'hui, ils ont installé une ambassade à La Havane. Bon, ce n'est pas de gaieté de cœur. S'il ne tenait qu'à eux, Cuba serait rasé depuis longtemps. Parce que Cuba a montré justement l'exemple d'un pays, non seulement qui résiste, mais qui construit une économie, qui construit le socialisme avec un secteur éducatif performant, un secteur de santé performant, qui a su venir au secours, j'allais dire, de beaucoup de pays ou de beaucoup de mouvements anticolonialistes qui luttaient justement en Afrique, en Amérique ou ailleurs pour s'émanciper de la domination. Et Cuba a servi de rempart à tous ces lieux-là pendant de longues décennies. Donc ce n'est pas, à mon avis, peu. Il faut reconnaître ce mérite-là au peuple cubain. Maintenant, là aussi, peut-être que dans cette atmosphère d'étouffement organisé par l'impérialisme US, cet encerclement, cet embargo, il y a eu des replis forcés qui ont conduit certainement aussi à peut-être une attention moins grande portée à certaines questions liées à des problèmes de liberté, par exemple. Justement. Parce que justement, il fallait faire face à un ennemi beaucoup plus puissant, et ça, on ne peut pas le faire non plus en restant, soi-disant, dans une forme de démocratie bourgeoise, où chacun entend développer sa presse. On le voit, les méfaits que ça fait au Venezuela. Il y a des entreprises multinationales de communication, mais qui matraquent le pays à longueur de journée, et qui sont en train de déstabiliser le gouvernement malgré justement tous les efforts faits par le peuple. Donc, je crois que c'est ça qui a fait que peut-être Cuba, aujourd'hui, malgré tout, Fidel Castro a cédé à son frère Raoul. Bon, Raoul Castro qui est son frère, c'est vrai, mais qui essaie d'ouvrir, qui essaie de s'adapter à ce contexte de changement et de mutation. Mais ce n'est pas là seulement un frère, c'est aussi un combattant. Parce que quelqu'un qui a le mérite d'être un combattant reconnu, pas seulement parce qu'il est le frère du président, mais parce qu'il a fait ses preuves en tant que combattant révolutionnaire, connu du peuple en tant que tel, je crois que ça, sur ce plan-là, c'est aussi quelque chose qui est différent de ce qui se pratique en Afrique, où on se réveille un beau matin pour vouloir se faire succéder par son fils ou son frère. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, au Cuba, on n'a pas la liberté d'entreprendre, de créer des emplois et tout. On passe tout le temps à être épillé par le régime. Et la plupart des grandes entreprises sont dirigées par l'establishment en place, Castro et ses amis, mais est-ce qu'il n'est pas grand temps quand même qu'on laisse les gens entreprendre, s'ouvrir au monde? Oui. Il y a quelques années seulement que les Cubains ont commencé à découvrir le téléphone portable, à découvrir Internet, les CD, la mondialisation, les nouvelles technologies. Vous le dites vous-même, ils sont en train de découvrir cela. Ça veut dire qu'il y a une ouverture qui se fait. Mais si on prend encore une fois en compte le contexte dans lequel ce pays a évolué, le contexte d'enfermement, d'embargo, de lutte contre la première puissance capitaliste, impérialiste, qui voulait coûte que coûte étouffer cet exemple dans le monde, je crois que, évidemment, ça ne peut pas justifier toutes les dérives, mais ça peut expliquer qu'il y ait un certain nombre de comportements autoritaires ou autoritaristes. Mais aujourd'hui, je crois que les Cubains
ont conscience qu'ils ne peuvent pas continuer à gérer le pays comme ils le faisaient il y a 50 ans. Il y a des changements qui sont en train de se négocier, mais ça, il faudra évidemment qu'il y ait un peu de temps au temps, comme on dit, pour pouvoir prendre la mesure de ces évolutions inévitables. Il faut que ces évolutions-là soient acceptées, soient pilotées avec le peuple, hein, pour que ça n'échappe pas au pouvoir populaire. Que ça ne soit pas une occasion pour l'impérialisme d'introduire, comme on dit, des chevaux de Troie dans le système pour renverser tout ce qui a été fait comme acquis au bénéfice du peuple cubain et des peuples dans le monde. Donc pour moi, c'est un défi. Il faut pouvoir s'adapter, il faut pouvoir accepter les mutations, mais tout en restant ancré dans la défense des valeurs populaires et des intérêts populaires. Madjem Bodj, porte-parole nationale donc, de Yoonu Askan Wi, ce n'est plus qu'un vous remercie. Oui, je vous remercie en tout cas de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur un certain nombre de questions d'actualité nationale et internationale.